Au lendemain de l'ouragan Irma, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dévastés. 38 ans que je suis là, j'en suis à mon 12e cyclone, c'est le pire du pire, c'est une horreur. Les deux îles sont privées d'eau et de courant. Les communications ne fonctionnent plus. Les services publics sont à terre. J'ai tout perdu, ma maison, mon business, tout. C'est un peu l'anarchie, on se retrouve livré à nous-mêmes. Pourtant, le cyclone a été repéré plusieurs jours à l'avance. Alerte maximale dans les Antilles. Peur sur les îles, l'ouragan Irma s'apprête à déferler sur les Antilles. La catastrophe était annoncée, l'État mobilisé, les habitants avertis. Mais le chaos n'a pas été évité. Le risque, à mon avis, il était qu'on y laisse la vie. Irma en 2017, les tempêtes Lothar et Martin en 99. Xynthia en 2010. Depuis 20 ans, les défis posés par les catastrophes météorologiques sont connus, mais les réponses, elles, restent insuffisantes. Les services de l'État interviennent souvent avec un temps de retard. Les systèmes d'alerte sont-ils suffisamment adaptés? C'est mon pire souvenir professionnel. Les gens avaient le sentiment de ne pas avoir été informés. Pourquoi nos réseaux électriques et télécoms sont-ils si vulnérables? L'effondrement ultime d'un réseau, c'est le blackout. L'électricité de France a beaucoup communiqué pour masquer le fait qu'elle était peu préparée. Faut-il démolir les habitations en zone inondable? Moi, j'avais de l'eau qui était à peu près au niveau ici, et donc ma femme l'avait là. L'eau est en train de rentrer dans la maison à une vitesse grand V. Mais on n'a pas d'étage, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a moyen de monter sur des meubles là? On n'avait pas de connexion. On était voués à nous-mêmes, quoi. On était tout seuls. Parce qu'on n'arrivait à pas joindre personne. On pense aux causes de cette tragédie. Une suite de décisions d'urbanisme funestes. De 1999 à 2017, Cellule de crise revient sur la gestion de ces grandes tempêtes qui ont frappé la France. Face à l'urgence du changement climatique, sommes-nous prêts à affronter ces phénomènes météo extrêmes? Au Centre Météo France de Guadeloupe, l'ingénieur Philippe Bleuze suit le développement d'un ouragan baptisé Irma. Les logiciels ont repéré le cyclone avant même sa naissance au large du Cap-Vert. Mais ils ne sont pas capables de prévoir précisément sa trajectoire. On ne peut pas encore savoir à ce stade quelle île sera impactée, ni même si une île va être directement impactée. Mais en tout cas, on est en préparation potentielle à gérer une crise. L'ouragan de catégorie 3 sur 5 pourrait toucher les îles françaises des Antilles. Dans les jours qui suivent, les préfectures locales mobilisent tous les moyens disponibles. Les autorités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy manqueraient de secours en cas de catastrophe. Elles demandent des renforts aux grandes îles voisines. L'exercice est délicat dans la mesure où on ne connaît pas exactement la trajectoire. Donc le cyclone se dirige aussi vers la Guadeloupe. Donc on ne peut pas se démunir en Guadeloupe de nos capacités d'intervention pour porter secours à la population. Finalement, le préfet envoie 18 pompiers et 35 militaires partent de Martinique. Ils sont renforcés par 57 spécialistes des catastrophes naturelles, des militaires de la sécurité civile qui embarquent depuis Paris.
Le 4 septembre, 2 jours avant l'arrivée prévue du cyclone sur les Antilles, une centaine d'hommes et de femmes arrivent en renfort. Mais ce ne sera pas suffisant. Car les vents s'intensifient, jusqu'à 200 km/h. La trajectoire de l'ouragan se précise, il semble se diriger vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Faut-il évacuer les 45 000 habitants des 2 îles? Nous apercevons que c'est impossible à réaliser en 48 heures, dans la mesure où il faudrait des moyens aériens conséquents, dans la mesure où la seule piste qui peut accueillir de gros porteurs est dans la partie hollandaise, et dans la mesure où si nous faisons une évacuation par voie maritime, nous n'avons pas les navires sur place. Il est trop tard pour une évacuation de masse. Il faut mettre les populations à l'abri. Les zones à risque sont identifiées. Des cyclones de catégorie 3 et 4 ont déjà frappé les îles. Mais la violence d'Irma va dépasser tout ce que les autorités ont déjà connu. Moins de 24 heures avant son arrivée, des mesures par avion au cœur du cyclone révèlent que les vents sont encore plus forts que ce qui était anticipé. Irma passe en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle des ouragans. Un nouveau bulletin météo lève toute incertitude. Le phénomène frappera directement Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les bourrasques dépasseront 300 km/h. Il n'y a jamais eu d'ouragan de catégorie 5 à affecter les Petites Antilles. Donc c'est vraiment quelque chose de sans précédent. Là, on commence à être très inquiet pour les gens des îles du Nord. On attendait déjà quelque chose de majeur, mais là, on s'attend à une catastrophe. Il reste 15 heures avant l'impact. Les autorités accélèrent la mise à l'abri de la population. Dans les zones basses, 11 000 habitants sont menacés par le raz de marée et les pluies torrentielles associées à l'ouragan. Mais les écoles et les églises qui servent d'abri anticyclonique ne peuvent en accueillir que 1000. Les autres doivent trouver des amis chez lesquels se réfugier. On leur assure que, indéniablement, ces zones vont être exposées, vont être inondées, qu'il sera donc impossible, pendant le phénomène, de les évacuer. Certains n'envisagent pas de tout laisser. Tout ce qu'ils ont construit, toute une vie, laisser leur domicile, c'était pas envisageable pour eux. Habitués au cyclone, les habitants redoutent moins les vents que les pillages s'ils abandonnent leur maison. 7000 personnes refusent de partir. Notre discours, c'est bien de leur dire, certes, on entend parfaitement vos arguments, mais vous êtes aujourd'hui dans une zone qui est très exposée au risque de submersion. Et vous vous exposez vous-même à mourir. L'œil du cyclone est à 8 heures des 2 îles. La population a maintenant ordre de rester confinée. À la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, située en haut d'une colline, la cellule de crise se prépare. Téléphone satellitaire, ration de survie. De quoi tenir 2 ou 3 jours en autonomie. Les baies vitrées sont fermées, des rideaux cycloniques assez importants sont baissés. La préfète Anne Lobiès est confiante. Le bâtiment répond aux normes anticycloniques. Pour moi, la préfecture était un lieu sûr. C'est la raison pour laquelle la cellule de crise y était. On commence à avoir les premiers appels de secours à Saint-Barthélemy où des gens commencent à nous appeler pour nous signaler un toit arraché, une montée des eaux. On est obligé de répondre aux gens, on ne peut pas sortir. Vous devez vous mettre à l'abri coûte que coûte.
Après ces premiers appels à l'aide, le contact avec l'île voisine est perdu. On sait très bien que dès lors que Saint-Barthélemy tombe, étant à peu près à 20 km, l'approche d'Irma est imminente pour Saint-Martin. L'arrivée de l'ouragan est filmée depuis une fenêtre de la préfecture. On commence à entendre les objets volés claquer contre les parois, contre nos fenêtres, et on sent que l'habitat lui-même est mis à mal. Il y a eu des vents à quasiment 400 km/h. 400 km/h, c'est un TGV. Le volet, à ce moment-là, il se disloque. Du coup, ça vous fait de la pression sur la baie vitrée. Donc, à un moment donné, la pression est tellement forte que la baie vitrée saute. Une porte s'arrache et vient m'écraser. Voilà. La cellule de crise dans laquelle on est en train d'être dévastée par les vents. C'est-à-dire que tout s'effondre, les choses montent au plafond. Elle est en train d'imploser, quoi. En moins de 30 minutes, au cœur du cyclone, la cellule de crise de la préfecture est soufflée. Ses 23 membres se réfugient dans une petite pièce en béton, la seule encore intacte. Les portes et les fenêtres subissent de grosses pressions. Donc vous avez des militaires d'un côté et des pompiers et sécurité civile de l'autre qui maintiennent ces ouvertures en espérant qu'elles ne cèdent pas. Et on a conscience d'une chose, c'est qu'effectivement, à tout moment, le bâti peut s'effondrer. Le risque, à mon avis, il était qu'on y laisse la vie, tout simplement. À 5h45, avant que les communications se coupent, le groupe envoie un message de détresse à la préfecture de Guadeloupe. SOS, Mayday, Mayday. Nous sommes en situation de danger imminent. Il faut attendre l'œil du cyclone. D'ici là, nous serons tous morts. Pendant 5 heures, l'ouragan sème la terreur sur Saint-Martin. En Guadeloupe, épargnée par Irma, les autorités tentent de joindre les deux îles. En vain. Alors que j'étais parti un peu m'opposer pendant la nuit, on m'annonce que la préfecture est détruite et que la préfète déléguée a lancé un SOS et qu'on n'a plus de nouvelles. Donc là, j'imagine le pire. Je me dis que peut-être ils sont tous morts. En milieu de matinée, la préfète et son équipe peuvent enfin sortir du bâtiment. Tous sont indemnes. Quand on sort, on voit des dossiers partout. Voilà, le symbole de l'État est à terre. La préfecture surplombe Marigot et c'est une impression de dévastation parce que tous les toits sont partis. Et les rues sont jonchées d'arbres, les voitures sont renversées. J'ai eu l'occasion de servir à plusieurs reprises en ex-Yougoslavie, en zone de conflit, c'est-à-dire après un bombardement de plusieurs jours pour le coup. Là, sauf que là, Irma a frappé en quelques heures et a transformé notre petit paradis en un véritable chaos. « 95% des édifices sont endommagés. Irma a emporté 11 vies et blessé 247 personnes.
En 2017, la France n'est toujours pas prête à affronter les catastrophes climatiques. Les dures leçons des tempêtes précédentes, en métropole, n'ont pas toutes été tirées. « 18 ans plus tôt, la tempête du siècle prend la France par surprise. Au lendemain de Noël, Jean-Paul Roubin, ingénieur d'astreinte d'EDF, est réveillé en pleine nuit. Un collègue l'alerte d'une situation inhabituelle sur le réseau électrique national. On m'appelle vers 2 h du matin pour me dire, tiens, dans le Cotentin, on a eu ce que nous appelons déclenchement, c'est-à-dire mise hors service de lignes électriques. Il semble qu'il y ait du vent et de plus en plus de vent. Au fil de la nuit, la situation se dégrade. À 5 h du matin, Jean-Paul Roubin doit se rendre d'urgence au centre de gestion du réseau électrique, au nord de Paris. En avançant à un moment donné, je longe un chantier et il y a une paroi métallique qui est partie à l'horizontale devant moi, devant mon véhicule. Quand l'ingénieur arrive au centre qui pilote les autoroutes électriques françaises, il prend conscience de la gravité de la situation. Au fil de la matinée, la carte qui représente l'état des lignes en temps réel s'éteint progressivement, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Le sentiment, c'est d'abord un sentiment de surprise. On n'avait pas été alerté préalablement de ce risque-là, et donc, objectivement, je n'imaginais pas que ça puisse être la conséquence du vent. On se rend compte qu'on est face à un événement tout simplement exceptionnel. Cette tempête qui est en train de mettre à terre le réseau électrique, personne ne l'avait annoncé. Météo France l'a surveillée pourtant depuis la veille, mais elle a eu du mal à en mesurer la puissance. Le matin du 25 décembre, les capteurs qui transmettent des millions de données 24 heures sur 24 au Centre national de Météo France remontent quelques informations inhabituelles. Il y a une probabilité faible que la dépression s'accentue, avec des rafales beaucoup plus importantes. Mais leur logiciel qui calcule les scénarios météo les plus probables prévoit lui des vents modérés. La question se pose le 25 au matin d'émettre un bulletin qu'on appelle donc une alerte au risque météorologique exceptionnel. Elle est discutée entre les prévisionnistes, mais l'option n'est pas retenue tout simplement parce que le dilemme est assez simple. Si vous lancez une alerte maximale, chaque fois que vous êtes dans ce genre de situation, vous risquez de décrédibiliser la procédure. Si vous ne le faites pas, vous risquez de rater quelque chose. Finalement, à 11 h 30, Météo France émet un bulletin d'alerte classique qui prévient les autorités du Nord-Ouest de l'arrivée d'une tempête. Des vents autour de 100 km/h dans les terres, des pointes à 150 km/h sur les côtes. Rien d'exceptionnel en plein hiver. Tout s'accélère en quelques heures. Les capteurs au sol en Bretagne signalent une chute de pression intense et rapide. Elle est si vertigineuse que les prévisionnistes croient à une erreur. On réalise au fur et à mesure que les heures passent qu'on est vraiment dans un phénomène exceptionnel, jamais vu. Des vents de ce niveau-là, c'est un ouragan, et c'est même déjà un ouragan de classe 2. Il y a une concertation entre les prévisionnistes, on recherche explication. On se demande si quelque chose a mal fonctionné. On est forcément très perturbé. Oui.
Pendant 4 heures, les ingénieurs tentent de recouper leurs mesures. Elles confirment l'explosion d'une tempête exceptionnelle sur la Bretagne. À 5h25, ils donnent l'alerte. Météo France contacte le centre opérationnel de la sécurité civile à Asnières. Le directeur est réveillé par ses collaborateurs. C'est lui qui coordonne les secours et la gestion des crises au niveau national. On a Météo France qui révise ses prévisions et qui nous dit « Attention, ça va être 30-40% de plus que ce qu'on vous avait dit ». Donc on était à des moyennes de 100, on va passer à 130, 140 en moyenne, ce qui là, évidemment, met tout de suite, si vous voulez, à un niveau d'alerte supérieur. Donc on met en alerte à ce moment-là vraiment vive les préfectures qui sont concernées. Les hommes de la sécurité civile tentent de contacter les autorités du nord-ouest de la France, la zone la plus exposée. Mais les téléphones sonnent dans le vide. Nous étions dans la période des fêtes. Bon, ce qui veut dire, si vous voulez, que aussi bien dans les préfectures, dans les services d'incendie et de secours, il y a un certain nombre de personnels qui ne sont pas à leur poste. Il est de toute façon trop tard pour les alerter. La tempête est déjà en train de ravager la Normandie. Elle s'approche de l'Île-de-France. Les rafales sont encore plus violentes qu'annoncées dans le dernier bulletin de Météo France. 170 km/h, un record absolu pour la région. Oh là là, c'est trop là. C'est trop là. C'est trop là. Oh là là. 216 km/h sont même enregistrés au sommet de la Tour Eiffel avant que l'anémomètre ne lâche. Chose rarissime, parti des côtes du Finistère vers 2 h du matin, l'ouragan Lothar ne faiblit pas dans sa course folle à l'intérieur des terres. Vers 11 h, il frappe l'Alsace. Pourquoi Météo France n'a pas donné l'alerte plus tôt ? En fait, Météo France n'avait pas assez de données, tout simplement parce qu'il manquait de capteurs. Et c'est aussi parce que leur logiciel n'était pas assez précis. Il actualisait ses calculs 2 fois par jour, donc toutes les 12 heures, alors que la tempête Lothar est apparue en seulement 4 heures. C'est ce qui explique que Lothar est passé en quelque sorte à travers les mailles du filet. Exactement. Alors depuis, Météo France est équipé, vous allez le voir, de super calculateurs, des ordinateurs capables de réactualiser leurs prévisions toutes les heures. Avec ces calculateurs, avec ces super ordinateurs, la tempête aurait été repérée plus tôt ? Oui, mais les modèles numériques de Météo France restent encore imparfaits, et surtout pour les cyclones. On a encore beaucoup de mal à prévoir leur trajectoire. C'est ce qui s'est passé avec Irma. Comme vous voyez sur cette carte, on est 6 jours avant l'impact. Les météorologues ont calculé une 50aine de trajectoires possibles, et on voit que la zone d'incertitude est très large. Météo France n'a pu savoir que Irma allait frapper Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et avec quelle intensité, que 15 heures avant l'impact. Le temps de l'anticipation, c'est donc ce qui change tout. C'est ce délai qui permet de protéger les populations. En 1999, personne n'a été prévenu, il n'y a eu aucune consigne donnée aux habitants. Résultat, 53 personnes sont mortes, majoritairement tuées par des chutes de toits, des chutes d'arbres, des chutes de cheminées. À Asnières, le directeur de la sécurité civile découvre l'ampleur des dégâts grâce aux premières images de ses hélicoptères. On a beaucoup d'émotions parce qu'on se dit d'abord que, bon, effectivement, il y a des dégâts humains avec tout ça, c'est évident. Mais aussi, on voit la catastrophe que c'est au niveau écologique, économique. Vous voyez les toits complètement crevés, les arbres abattus partout, les routes, on voyait même plus la route tellement il y avait d'arbres au milieu, l'eau, les inondations qui démarraient. Et c'est des visions d'horreur presque.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans, qui a frappé la partie nord du pays cette nuit, mais aussi Paris et l'Île-de-France. Pour l'instant, il est très difficile d'établir... Très vite, une urgence s'impose. 1,5 million de foyers n'ont plus d'électricité. Des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Qui se retrouvent sans électricité. On doit faire face à une situation tout à fait exceptionnelle. Comment un pays de haute technologie comme la France, riche, puissant, peut-il en quelques heures revenir au temps des lampes à pétrole? On se chauffe au fioul et que la chaudière marche à l'électricité, donc nous n'avons pas de chauffage non plus. On commence à le sentir d'ailleurs. Sans électricité, il n'y a pas non plus d'eau potable. À la campagne, des éleveurs se prêtent des groupes électrogènes pour assurer la traite, mais doivent ensuite jeter leur lait, faute de moyens pour le réfrigérer. Dans la tour EDF à la Défense, personne n'avait imaginé qu'une telle panne était possible. Plus de 120 pylônes à haute et très haute tension sont endommagés. 5500 poteaux qui relient les particuliers et les entreprises au réseau sont couchés. L'entreprise publique est démunie. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, Louis-Marie? Ce que je constate, c'est qu'en fait, on ne peut pas attendre avant mercredi, peut-être au plus tôt, des équipes provenant d'autres groupements pour venir nous aider. Ben, je le crains. C'est la crise la plus grave que nous ayons eu à gérer depuis que la distribution d'électricité est organisée comme elle l'est en France. Donc on a un sacré problème à gérer. La pression est d'autant plus forte que le président d'EDF, François Roussely, va fixer un objectif à ses équipes. Ce qui était le plus évident dans cette période, c'est qu'il fallait que nous atteignions l'an 2000 dans les meilleures conditions. Et donc le défi de toutes les équipes, c'était de rétablir tous les clients qui avaient perdu l'électricité avant le 31 décembre. EDF se donne 5 jours pour rétablir le courant à tous les Français. Mais l'entreprise publique manque de personnel et de matériel. Elle n'a que 200 groupes électrogènes en réserve. Nous avons été contraints, à chaud, d'approvisionner des groupes électrogènes, petits et grands. Nous les avons achetés, tout bêtement. On a pris des moyens atypiques, exceptionnels, comme de dérouler des câbles sur le sol, pendus aux arbres, de manière effectivement à ne pas être contraint de replanter des poteaux, alors qu'on n'avait vraiment pas le temps. C'est une prise de conscience qui s'opère. La France découvre ces images, ces grands pylônes tombés à terre. La France comprend alors que son réseau électrique est vulnérable. En France, le réseau est aérien. En Allemagne, le pays voisin, la tempête aussi a soufflé. Et pourtant, elle a fait beaucoup moins de dégâts. Pourquoi? Parce que là-bas, le réseau est enterré. Pourquoi est-ce qu'en France, notre réseau, nos câbles ne sont pas enterrés? La réponse d'EDF, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher d'enterrer toutes les lignes et que ça se répercuterait sur nos factures. Mais 18 ans après, la direction de l'époque admet une autre explication. Il y a eu des priorités dans le budget d'EDF. Les choix de l'entreprise ont été de donner une priorité importante à la production, un peu au détriment de la fonction de transport, les lignes à haute tension, dont on voit bien que dans d'autres pays, ils retenaient des normes plus confortables, en quelque sorte, ou plus résistantes. En clair, EDF a fait le choix d'investir massivement dans la production d'énergie nucléaire, dans cette technologie nucléaire, et un peu moins dans la solidité de son réseau français. Jusqu'en 1999, nos pylônes électriques, pour faire simple, étaient capables de résister à des vitesses de vent jusqu'à 150 km/h. Le pari d'EDF était relativement simple. Il est plus rentable et plus économique de réparer les pylônes après de rares tempêtes que d'investir dans des pylônes plus résistants. Et après les tempêtes de 99, ils vont renforcer leurs normes et désormais les pylônes vont résister à des vents jusqu'à 170 km/h. Et ils vont aussi annoncer la généralisation de l'enfouissement des lignes. Aujourd'hui, moins de la moitié du réseau basse et moyenne tension est effectivement enterré en France. On est encore à la traîne quand on voit qu'en Allemagne, on en est à 80% et aux Pays-Bas à 100%. Alors que la moitié sud du pays pense avoir échappé au cataclysme, le bureau de Météo France en Charente-Maritime reçoit un nouveau bulletin d'alerte.
Moins de 30 heures après l'ouragan Lothar, une deuxième tempête s'annonce. À l'époque, le centre est dirigé par Philippe Bleuze. Sur l'imagerie satellite, on voyait vraiment quelque chose de très très spectaculaire. 2 événements exceptionnels à 24 heures d'échéance, c'est tout à fait inédit. Au fil de la journée, Météo France transmettra 3 alertes à la préfecture de La Rochelle. Mais le préfet ne perçoit pas la différence avec les prévisions des jours précédents. Ces bulletins faisaient état de vents assez forts, entre 100 et 130 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 150 km/h. Mais je dois dire que le 27 décembre, les jours précédents, nous avions des bulletins météo qui étaient assez voisins, sans qu'il y ait la moindre difficulté en Charente-Maritime. Aucune mesure n'est prise. La population n'est pas alertée. Le préfet est déjà mobilisé par une autre urgence. La marée noire de l'Erika. Le pétrolier a fait naufrage une semaine plus tôt. 31 000 tonnes de fioul menacent les côtes charentaises. Vers 17h ou 17h15, on voit que le vent devient extrêmement violent. Et ce qui surprend beaucoup, c'est que l'ensemble des vitres de la préfecture volent en éclats. Le vent augmente dans des proportions très très importantes. Il y a un arbre de 20 ou 30 mètres de hauteur qui est déraciné dans le parc de la préfecture. Les balustres de pierre qui sont sur le porche de la préfecture tombent. On voit qu'on a affaire non pas à une petite tempête banale pour la Charente-Maritime, mais à un cataclysme de très grande ampleur. La réunion est interrompue. La cellule de crise ouverte pour la pollution maritime se focalise désormais sur la tempête. Il faut prévenir les mairies. Mais une nouvelle fois, il est trop tard. Comme la veille, les rafales dépassent les prévisions. L'ouragan Martin souffle à plus de 170 km/h au Cap Ferret. 200 km/h sur l'île d'Oléron. À Paris, le président d'EDF se prépare pour une intervention en direct au journal de 20h. Il ignore encore qu'une nouvelle tempête est en train de frapper la côte ouest. C'est le moment rêvé, idéal, pour annoncer que tous les clients pourraient aborder les fêtes de fin d'année, y compris le passage de l'an 2000, dans les meilleures conditions. Et je pense que ce défi-là, on était capable de le tenir. Quelques minutes avant l'interview, François Roussely est informé du phénomène en cours. J'ai eu le désagréable devoir de lui téléphoner à plusieurs reprises pour lui dire que les choses allaient vraiment très très mal. Et évidemment, surtout ne pas le laisser dans la situation de quelqu'un qui dit que les choses vont mieux alors qu'elles vont infiniment plus mal. Et les indications qui me sont données, c'est que les ravages faits par cet événement météo dans le sud-ouest notamment sont considérables et que à chaque minute, en quelque sorte, ils empirent. Au pic de la tempête, 10 millions d'abonnés se retrouvent sans courant, soit un tiers des usagers. EDF a de nouveau perdu le contrôle de la situation. Le président doit radicalement changer son intervention. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas nous donner d'estimation quant à la fin des perturbations pour la plupart des usagers? J'aurais dit il y a une demi-heure que notre objectif demeurait de rétablir l'essentiel des circuits avant le 31 décembre pour que chacun des Français puisse bénéficier de cette période en famille normalement. Mais nous sommes bien sûr complètement tributaires des éléments.
Dans le sud-ouest, les vents se renforcent. La Garonne sort de son lit. Le bassin d'Arcachon déborde. Toute la côte se retrouve submergée. Le centre Météo France de La Rochelle aussi. On est tout près de la mer. Donc au début, ce sont des embruns qui frappent les fenêtres de la salle de prévision. Et après, ça devient très rapidement plus méchant. Donc là, ça verse d'énormes quantités d'eau par-dessus la digue. Porté par le vent, le sel marin fait disjoncter le poste de transformation de La Rochelle. 98% du département est privé d'électricité. Et là, on se retrouve dans le noir dans ce centre. On est totalement passif face aux événements. On n'a plus de moyens de travail. À la préfecture, les coupures de communication rendent les informations de plus en plus parcellaires. Elles sont néanmoins alarmantes. Les routes sont totalement encombrées par les chutes d'arbres, les trains sont arrêtés en pleine voie, et il y a des gens qui sont sur le toit de leur maison, des gens qui sont sur le toit de leur voiture. On nous signale les premiers décès. Donc on voit évidemment qu'il y a des morts par noyade, des morts par chute d'arbres, nombreux. C'est mon pire souvenir professionnel. Donc à titre personnel, pour ne pas avoir suffisamment attiré l'attention du préfet. Et puis au niveau de l'établissement, oui, il y avait une certaine frustration collective, où malgré une prévision qui était correcte, même si elle n'était pas parfaite de cette tempête, globalement les gens avaient le sentiment de ne pas avoir été informés. Après le nord lourdement frappé la veille, le sud de la France jusqu'à la Corse est à son tour balayé par l'ouragan Martin. On comprend que cette fois, la tempête est clairement identifiée. Pourquoi alors l'information n'est pas transmise aux populations ? Météo France, cette fois, envoie une alerte de niveau maximal 8 heures avant la tempête. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les bulletins, ils ne sont pas adressés directement à la population, mais à la sécurité civile. Le parcours est étonnant. Vous partez de Toulouse, le siège de Météo France. L'alerte maximale est retransmise jusqu'à Paris, en région parisienne, à Asnières, où se trouve la sécurité civile. Qui la renvoie aux régions concernées, qui à son tour alerte les préfectures, qui doit prévenir les communes. On comprend qu'énormément de temps est perdu dans la transmission de l'information. Ça signifie que le dispositif est inefficace. Il était inefficace, mais surtout, les vitesses de vent n'étaient pas mises en rapport avec les conséquences possibles. Par exemple, autour de 130 km/h, le vent peut déraciner des arbres. À partir de 150, il peut déplacer des voitures et à 180 km/h, il peut arracher des toitures. Mais à l'époque, on avait du mal à faire la différence. Quels enseignements vont être tirés de ces ratés? Est-ce que le dispositif d'alerte va être revu? La principale leçon a été tirée en 2001 avec la création de ces cartes météo de vigilance en couleurs. Du jaune, du vert, du rouge, des pictogrammes pour indiquer le degré de la menace et puis surtout des conseils de comportement dispensés par les pouvoirs publics qui expliquent quelle attitude adopter en fonction de la force du vent. Au nord de Paris, les ingénieurs qui gèrent le réseau de transport électrique tentent de faire face aux coupures en cascade. Un quart des autoroutes électriques est endommagé. Le sud-ouest de la France est déconnecté du reste du réseau. La question pour nous, c'est quelle profondeur ça va prendre et jusqu'où ça va aller. L'équipe de crise de Jean-Paul Roubin doit constamment équilibrer la production et la consommation d'électricité. Si on a trop de moyens de production qui se déconnectent du réseau, eh bien on peut rencontrer un risque d'effondrement de ce réseau. Et l'effondrement ultime d'un réseau, c'est le blackout, c'est-à-dire la coupure générale d'électricité. Les ingénieurs parviennent à stabiliser le réseau. Mais EDF doit faire face à un autre problème. Cette fois, c'est une centrale nucléaire qui est touchée. À 45 km de Bordeaux, de l'eau se répand depuis 5 heures sur le site de la centrale nucléaire du Blayais. Les réacteurs sont en arrêt d'urgence, la route d'accès sous l'eau
les agents coupés du monde. Alerté vers 3 h du matin, le président d'EDF s'inquiète. Rien n'est prévu en cas d'inondation. La chose qui me préoccupait, c'était que je voyais bien qu'on n'avait pas de modèle de ce qui était en train de se passer. C'était la première fois que, dans le fond, on voyait une centrale envahie par l'eau. Je suis heure par heure la progression de l'eau et surtout, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire? Quels sont les types de pompage qu'on peut mettre en place pour évacuer l'eau à l'extérieur alors que ça n'a pas été prévu? Les sous-sols des bâtiments sont inondés. Les systèmes de refroidissement du réacteur numéro 1, indispensables au fonctionnement de la centrale, sont menacés par la montée des eaux. Pourtant, l'entreprise publique ne déclenche pas le plan d'urgence qui permet d'associer les autorités à la gestion de l'incident. La tentation de tous ces petits gars, c'est de le déclencher aussi tard que possible, ou si possible de ne pas le déclencher, en disant « mais je vais le maîtriser ». Sous la pression de l'autorité de sûreté nucléaire, EDF finit par déclencher le plan d'urgence, car la situation s'est aggravée. C'est la première fois depuis sa création que l'Institut de protection et de sûreté nucléaire ouvre une cellule de crise. Moi, ce qui m'a personnellement marqué, c'est que finalement, à force de faire des exercices, on est entraîné à réagir en situation accidentelle et j'avais un peu de mal à me rendre compte qu'on n'était pas en exercice et que pour une fois, c'était pour de vrai. Les experts apprennent la mise hors service de la moitié du système de refroidissement du réacteur numéro 1. Ils s'interrogent. Les dernières pompes vont-elles tenir ? C'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation avec perte possible de ce système de refroidissement. Karine Hervieux est chargée de calculer le délai dont il disposerait si tous les moyens de refroidissement du réacteur étaient totalement perdus. Si vraiment tout se passe mal et qu'on aggrave de façon importante la situation, eh bien on a au moins 10 heures avant un début de dénoyage du cœur et donc 10-12 heures avant une fusion du cœur. À Asnières, le directeur de la sécurité civile est mobilisé lui aussi. Il a 10 à 12 heures pour préparer une éventuelle évacuation de la population autour de la centrale. On était vraiment là, saturé aussi un peu d'événements. On se disait où ça va s'arrêter. Enfin bon, il n'y a pas de fin à ce moment-là. Et puis on était aussi très inquiets parce que des moyens, entre ceux qu'on avait sur Erika, encore une fois, sur la première tempête, sur la deuxième tempête, maintenant sur Blaye, etc., on ne savait plus tellement comment s'y prendre. La sécurité civile doit préparer le déplacement de tous les habitants dans un rayon de 5 km. Ça représente quand même quelques milliers de personnes à évacuer. On commence à voir un peu de quels moyens on dispose. C'est pas évident. Les camions de l'armée, les autocars de l'armée, des autocars à réquisitionner, où mettre les gens. Il y a eu 2 à 3 heures, franchement, de grave inquiétude, oui. À Paris, il faut attendre le milieu de matinée pour que la ministre de l'Environnement soit informée à son tour. De façon presque incidente, le directeur d'autorité de sûreté dit au fait, il se passe quelque chose au Blayais, là, mais je vous inquiétez pas, c'est sous contrôle, je surveille, quoi, voilà. Et il faut pratiquement lui tirer les verres du nez pour qu'il accepte d'en parler de façon précise. Personne dans la centrale ou à l'autorité de sûreté n'ayant jugé utile de prévenir le ministère de l'Environnement, qui est en charge de la sûreté nucléaire, de la survenue d'un problème au Blayais. Au fond, la culture du secret, de l'absence de transparence, constitue une sorte de règle dans le monde du nucléaire. 11 heures après la découverte des difficultés de la centrale, le service communication d'EDF finit par les mentionner dans un communiqué de presse.
Chaque terme est soigneusement pesé. La centrale nucléaire du Blayais subit actuellement une crue supérieure à la crue millénale. Le mot inondation n'est pas employé. Sujet, verbe, complément. Vous avez quelque chose d'autre à dire? On comprend rien. C'est parfait. Je ne l'approuve pas comme citoyen, et je comprends qu'on n'ait pas cherché à créer un débat. Vous ne le soulevez que si vous avez des éléments de réponse à apporter positivement, ce qui n'était pas notre cas. Grâce à un coefficient de marée peu élevé ce jour-là, les dernières pompes ne sont pas complètement noyées. EDF mettra 2 jours à évacuer les 100 000 mètres cubes d'eau. On est donc passé à côté d'un événement grave, d'une crise grave, passée quasiment inaperçue dans l'opinion publique. Depuis, l'incident a été classé de niveau 2 sur une échelle qui compte 7 niveaux. Alors vous allez me dire, c'est pas très important. Ça reste néanmoins l'incident le plus grave à avoir touché un réacteur tel que ceux qu'on utilise actuellement en France. Mais comment se fait-il que des centrales nucléaires, des bâtiments très sensibles, soient construits en zone inondable? En fait, les centrales nucléaires ont besoin d'être refroidies, donc elles sont construites au bord des cours d'eau. Après, la question c'est comment on les protège, et normalement, on construit des digues. Mais à la centrale du Blayais, ce système de protection, ces digues n'était visiblement pas suffisante. Est-ce qu'EDF, les services d'EDF, avaient conscience du risque de scénario catastrophe? Ce qui est fou, c'est que EDF était au courant du risque d'inondation, puisque dans ce rapport parlementaire, on a appris qu'une note interne dès 1997 concluait que les digues étaient trop basses. Donc 2 ans avant, les services d'EDF étaient au courant du risque d'inondation? Oui, des travaux étaient prévus, mais ils ont été reportés. Et depuis, ces travaux, ils ont été réalisés? En partie. La digue principale qui protège la centrale, elle, a bien été rehaussée. Mais on reste au cœur d'un marais, et les digues qui étaient prévues autour du poste de transformation électrique qui alimente la centrale n'ont pas été terminées. Et c'est ce qui s'est passé aussi plus récemment, après le passage de l'ouragan Irma. À Saint-Barthélemy, la centrale thermique a été inondée. Exactement, regardez, on voit que l'eau est omniprésente. En 2017, on a toujours beaucoup de mal à protéger ces installations stratégiques contre le risque d'inondation. Les ouragans Lothar et Martin ont déraciné 1 million d'hectares de bois, près d'1 dixième de la forêt française. 70 départements sont sinistrés. 2000 personnes ont été blessées. 92 sont mortes, dont 13 pour la seule Charente-Maritime, le département le plus touché. La situation était absolument apocalyptique. Le port de Plaisance était dans un état absolument dramatique. Le vieux port, tout était absolument détruit. « 45 km de digues ont été détruites pendant cette nuit d'enfer, je dirais. » Dans le pays, ce sont maintenant 3,5 millions de foyers qui sont privés d'électricité. Beaucoup devront fêter le réveillon de l'an 2000 à la bougie. Quelques 500 000 foyers toujours privés d'électricité et de téléphone. Certains n'ont plus de courant ni de chauffage depuis une semaine et ils commencent à trouver le temps long. EDF est au cœur de la tourmente. La cellule de crise du service communication prépare la riposte. L'objectif premier, c'est de montrer qu'EDF est capable de réussir la mission qu'on lui a confiée et de ne pas perdre la confiance de ses clients. De ses clients et de l'opinion. Donc c'était un problème de survie. À ce moment-là, on a besoin de la presse pour retracer des épopées multiples, chacun dans son secteur, réaliser de vrais miracles. Les communicants d'EDF définissent des éléments de langage. Le vocabulaire utilisé après la deuxième tempête a été un vocabulaire martial, qui en fait faisait de la tempête et de ses conséquences l'ennemi contre lequel tout le monde se battait. Il y a la mobilisation générale, il y a les renforts. Ce sont maintenant des militaires tchèques qui sont arrivés en EDF renfort. a dû appeler des renforts du Nord, de Savoie et même des Pays-Bas. Pour gagner cette bataille, EDF engage tous ses moyens.
Là, on est service public, il faut qu'on soit là. 60 km de câbles électriques vont être transportés par ce pont aérien militaire. Les techniciens bavarois apportent des groupes électrogènes. You go with the two ladies to Versailles. Le combat se situe désormais en zone rurale. Le PDG d'EDF est venu soutenir ses troupes sur le terrain. Cette image du président sur le terrain, il donne la perception d'un général au milieu de ses troupes, une espèce de patronne de l'électricité. Quand vous éteignez votre poste, vous ne vous souvenez plus de ce qu'a dit le président, mais vous vous souvenez que vous avez vu un mec qui avait l'air d'être sûr de lui, qui savait ce qu'il disait, dans un environnement qui donne plutôt la conscience de gens qui font leur boulot. L'entreprise nationale était très peu préparée et a beaucoup communiqué pour masquer le fait qu'elle était peu préparée. L'électricité sera entièrement rétablie le 14 janvier, 20 jours après la première tempête. La stratégie de communication d'EDF fonctionne à merveille. Les médias reprennent en boucle les éléments de langage de la société, de la direction. Est-ce que ça va suffire à convaincre les Français ? Oui, il y a eu un sondage d'opinion qui a été fait juste après la tempête et qui montre qu'EDF est devenue l'entreprise préférée des Français. À l'inverse de Total, qui au même moment devait gérer la crise de l'Erika et qui finit dernière de ce classement. En fait, son PDG a totalement adopté l'attitude inverse. Il a fui des caméras. Et les politiques dans tout ça ? Alors à l'époque, on est en pleine cohabitation. Jacques Chirac et Lionel Jospin sont tous les deux en vacances au Maghreb lorsqu'a lieu la première tempête. Lionel Jospin est le premier à rentrer en France. Il multiplie les sorties sur le terrain. Mais les Français vont d'abord retenir une photo à l'impact désastreux, celle d'un Premier ministre porté par des élus qui refusent de se mouiller. C'est une image que tout le monde connaît évidemment. La leçon a d'ailleurs été bien retenue par Emmanuel Macron qui s'est rendu au chevet des sinistrés aux Antilles avec, pour le coup, une image très maîtrisée. Exactement. Regardez ces nouvelles photos. On voit Emmanuel Macron à Saint-Martin et lui, au contraire, affiche sa compassion, sa proximité avec les sinistrés. Il est là pour partager leur sort. Mais au-delà de cette communication et des jolies images, les habitants, ce qu'ils attendent, c'est qu'on accélère la reconstruction. Alors tous les présidents vont faire des promesses, mais vous allez voir qu'il est très difficile de les tenir. Deux semaines après la catastrophe, le gouvernement se réunit pour annoncer des aides financières aux collectivités touchées. Parmi les priorités, la réparation des digues sur la côte atlantique. On était convaincus avant la tempête que les digues étaient solides, qu'elles tiendraient. On se rend compte par obligation, puisque les digues ont cédé en plusieurs endroits. J'ai constaté les dégâts et on voyait que les digues n'avaient pas été entretenues pendant très longtemps. L'État s'engage. Il paiera la moitié des réparations. Près de 23 millions d'euros pour l'année 2000. Mesdames et messieurs, je le redis, la solidarité nationale s'exprimera pleinement et durablement en faveur de nos compatriotes éprouvés et toutes les conséquences seront tirées de ces événements pour réparer et pour prévenir. Mais ces travaux ne resteront pas prioritaires dans le budget de l'État. Dans les années qui suivent, sa contribution financière baissera de moitié. Les digues se révéleront incapables de contenir un nouvel assaut de l'océan. Face à Xynthia, les autorités vont une nouvelle fois réagir avec une tempête de retard. Dix ans plus tard, à la préfecture de Charente-Maritime, le nouveau préfet, Henri Mas, organise une réunion de crise. La veille, Météo France a annoncé l'arrivée d'une tempête. Cette fois, tous les services sont sur le pied de guerre. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes réunis, comme vous le savez, parce qu'un événement météorologique nous laisse penser qu'à partir de 22h ce soir, nous aurons des vents particulièrement intenses. Philippe Bleuze, le représentant local de Météo France, ne veut pas réitérer l'erreur de 99. La Charente-Maritime ainsi que la Vendée sont placées en vigilance rouge, pour la première fois depuis la création des alertes en couleur. Le niveau rouge, ça signifie que c'est une catastrophe d'origine météorologique qui est attendue, donc des conséquences extrêmes sur le territoire. Le vent va se renforcer pour atteindre 130 km/h à l'intérieur des terres de la Charente-Maritime
et des rafales qui peuvent atteindre 150 km/h sur le littoral et les îles. En tant que tel, donc c'est une forte tempête, mais on n'est quand même pas à des niveaux exceptionnels, et en tout cas, en termes de vent, un bon cran en dessous de la tempête de 99. Par contre, ce qui risque d'être problématique, c'est le fait que le maximum de vent fort coïncide avec la marée haute à 4h25 du matin. Donc je pense effectivement pour la Charente-Maritime, la problématique essentielle va être la submersion littorale. Le météorologue signale le risque de montée des eaux et d'inondations. Oui. Mais les autorités gardent les tempêtes de 1999 en tête. Elles vont se tromper sur la nature du danger principal. Le colonel Éric Peuch dirige les pompiers du département. L'alerte de Météo France était à la fois très précise et ambiguë. Précise parce qu'elle donnait des indications de risque, et ambiguë parce qu'il y a une petite phrase qui précisait que la situation ne serait pas pire qu'un 99. Ce qui fait que, on prépare les moyens nécessaires pour faire face aux chutes d'objets, aux arbres tombés sur la voie publique. Des tronçonneuses pour dégager les routes, des bâches pour couvrir les toits. Mais aucune embarcation supplémentaire n'est prévue pour faire face à la montée des eaux. Dans ses consignes à la population, le préfet lui aussi donne la priorité à la menace du vent. Quand vous avez un événement majeur qui arrive, vous avez deux hypothèses. Elles sont simples, soit vous évacuez, soit vous confinez. L'hypothèse à peu près de 1999, c'était quand même les vents, des tempêtes, des arbres qui tombent. Si vous voulez, donc la meilleure protection, ça reste l'habitat. Donc là, le choix qui a été fait en concertation avec les uns et les autres, c'était de demander aux gens de se confiner. La consigne de confinement est transmise par la préfecture au maire du département. Ils ont la responsabilité de la relayer à leurs administrés. C'est directement le cabinet du préfet qui m'a appelé pour m'informer qu'en effet, attention, on attendait vraiment une très grosse tempête. Je n'ai aucun moyen pour alerter l'ensemble de la population. Pas de mégaphone, pas de système de SMS. Le maire de Charron se rend là où des habitants sont susceptibles de sortir pendant la nuit. Je suis passé en effet dans les deux salles municipales où il y avait des manifestations familiales et j'ai dit aux gens, écoutez, faites la fête soit jusqu'à minuit, mais vous êtes rentrés à minuit, soit vous restez là jusqu'à 6h du matin. Évitez d'être dehors. Un maire qui part en voiture prévenir ses habitants, ça paraît évidemment complètement fou. On est plus de 10 ans après 99 et on s'aperçoit une fois encore que les systèmes d'alerte sont toujours défaillants. Et encore, le maire de Charron, lui, a essayé de prévenir quelques-uns de ses habitants. Parce qu'à la Faute-sur-Mer, la commune où il y aura le plus de victimes, le maire n'a pas alerté sa population. Il sera condamné à de la prison avec sursis. Parce que c'est la responsabilité du maire de prévenir ses habitants ? Tout à fait, et c'est aussi à eux de prévoir un plan communal de sauvegarde qui organise les moyens pour alerter, les lieux pour se réfugier, et c'est même obligatoire dans les communes où le risque d'inondation a été identifié par l'État. Mais dans la plupart de ces communes, ces plans n'existaient pas. Oui. Quels enseignements ont été tirés depuis 2010 ? Est-ce que ces plans ont été mis en place ? Sous la pression de l'État, plus de 70% des communes à risque ont adopté des plans de ce type. Il y a un autre gros progrès qui a été fait dans la connaissance des inondations. Désormais, on est capable de prévoir très précisément où l'eau va monter et jusqu'à quelle hauteur. On a une connaissance beaucoup plus précise du danger. Mais Irma nous a montré encore récemment que ces plans étaient toujours, non pas inefficaces, mais en tout cas insuffisants. Exactement, puisque à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, les habitants étaient prévenus des risques, mais une partie d'entre eux a refusé d'évacuer sa maison. À l'heure de l'arrivée prévue de la tempête, la cellule de crise se réunit pour un dernier point. Là, à 22h, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de vent, alors qu'on s'attendait à avoir déjà des rafales autour de 100 km/h. On voit que le temps est relativement anodin. Donc, pas de vent, un silence étonnant. C'est très difficile à comprendre. Les autorités commencent à douter de la prévision de Météo France. Est-ce qu'on peut dire que les vents sont en dessous de ce qu'on prévoyait ? Que ce qu'on prévoyait en début d'après-midi pour 22-23 heures, oui, ils sont clairement en dessous.
Ce n'est pas très confortable comme situation, évidemment, mais on n'a aucune raison de douter que le schéma qu'on a annoncé ne va pas se produire tel quel. Et c'est ce que je lui ai répondu. Vers minuit, le vent se lève sur le port de La Rochelle. Au fil de la nuit, la montée des eaux excède les prévisions de Météo France. Poussés par un vent de 160 km/h, des vagues de 3 mètres déferlent sur la côte. Beaucoup n'ont pas conscience du danger. Le coefficient de marée est plus fort qu'en 1999. À 3 h du matin, elle n'est toujours pas à son comble. Ça va encore monter. Ah, faut s'arracher de là. Le niveau de la mer va s'élever pendant encore 1h30 pour dépasser 1,50 m. Du jamais vu. C'est tout le littoral de la région qui est envahi par les flots. L'eau progresse dans le marais Poitevin, au nord de La Rochelle. Au sud de la Vendée, le pompier Louis Baquero est d'astreinte chez lui quand il est alerté d'un problème en apparence anodin. Mon bip retentit pour un premier départ où c'est marqué fuite d'eau. Je me suis habillé en tenue de pompier et ensuite tout le reste de mon matériel, de mes équipements se trouve au centre de secours. Donc moi je pars avec mon véhicule personnel. Le vent était très très violent, très puissant. Je voyais ma voiture qui se déplaçait à l'arrière, donc je roulais pas très vite. Et lorsque je suis arrivé dans la commune de l'Aiguillon, donc 3-4 minutes après, eh bien j'ai été surpris parce que j'ai vu de l'eau arriver. Louis Baquero ne peut pas rejoindre sa caserne, immergé par 1 mètre d'eau. Avec un de ses collègues, il tente d'aller récupérer leur matériel de secours. Mais la route est désormais invisible. Les pompiers risquent de tomber dans des bouches d'égout. On avançait tout doucement. On a vu que l'eau, on n'arrivait plus à l'auteur des mollets, mais à hauteur des genoux, et ensuite au niveau des hanches. Et première situation un peu critique et puis invraisemblable, c'est qu'il y avait un bateau qui était directement sur la route. On est totalement perplexe, on est étonné, à la fois étonné, puis à la fois un petit peu cette notion de peur, d'incertitude. On s'est dit, mais comment va être le centre de secours? Pour accéder enfin à leur caserne, les agents forcent une porte. Derrière, ils découvrent que tout leur matériel de secours est inutilisable. Ils ne peuvent récupérer que leurs équipements stockés en hauteur. On a pris tout le matériel qu'on avait pu prendre, c'est-à-dire on a pris les tronçonneuses, on a pris nos combinaisons. Les pompiers sont bien équipés d'un bateau amarré dans le port, mais il est déjà sous l'eau. Ils inspectent leurs 4 véhicules. Seuls les moteurs des 2 grands camions n'ont pas été noyés. On s'est tout de suite habillé en tenue néoprène. Et puis, on est parti avec les 2 camions pour sortir les gens de chez eux et les mettre à l'abri. L'inondation de leur propre caserne aura fait perdre une demi-heure au secours. Mais pourquoi avoir construit des casernes en zone inondable? Parce qu'en France, on sous-estime le risque d'inondation. La preuve, c'est que la caserne de l'Aiguillon n'a pas été la seule à être inondée. Et regardez cette photo, une autre caserne à Draguignan, cette fois dans le Var. Ça, c'est Draguignan. Exactement. Cette caserne a été inondée à l'issue des inondations dans le Var, toujours en 2010. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est qu'un rapport du Sénat a montré qu'aussi bien à l'Aiguillon qu'à Draguignan, on savait que ces casernes étaient en zone inondable, mais on n'a rien anticipé.
Oui, un rapport épais, volumineux, comme en produisent régulièrement les parlementaires français. Est-ce que ça signifie qu'à l'issue de ce rapport, ces casernes inondées ont été relocalisées? C'est effectivement ce que préconisait ce rapport. Donc en théorie, ça aurait dû être fait. Seulement plus de 7 ans plus tard, ni la caserne de l'Aiguillon-sur-Mer, ni celle de Draguignan n'ont été relocalisées. Et quand on demande la raison aux autorités, elles nous répondent qu'il est difficile de trouver un terrain adapté. Et ça coûte cher, alors que les budgets des services d'incendie et de secours sont en baisse. La caserne de l'Aiguillon couvre la commune voisine de La Faute-sur-Mer, où des habitants ont aussi appelé les secours. Mais le pont qui les relie est sous l'eau. Des pompiers d'une autre caserne sont envoyés en renfort. Eux non plus ne sont pas informés de la montée des eaux. On part pour une cave inondée, donc voilà, on n'est pas sur un incendie, on n'est pas sur un sauvetage de personnes. Donc on est sur, on va dire, on n'est pas sur une urgence vitale, quoi. Donc on part vraiment, comme on dit, la fleur au fusil. 15 minutes plus tard, les 4 hommes arrivent à La Faute-sur-Mer. On rentre dans la rue des Voiliers. Alors la rue des Voiliers, c'est une rue qui est très longue, plate. Au bout de cette rue, ils aperçoivent une masse blanche, haute d'environ 40 cm, sans comprendre de quoi il s'agit. C'était vraiment très loin de nous et dans les phares, on voyait que quelque chose en mouvement se dirigeait vers nous. À quelques mètres avant que ça nous touche, on s'est rendu compte que c'était une vague. On a senti quand même une onde de choc dans le camion qui nous a montré tout de suite sa puissance. On a très vite compris que c'était de l'eau de mer. Les digues qui protègent La Faute-sur-Mer viennent de céder. L'eau est en train d'envahir tout le quartier. Les pompiers se retrouvent encerclés. À Charon, un bruit suspect tire le maire de son sommeil. En me levant, j'ai constaté que sur les baies vitrées, il y avait 1,60 m d'eau. Donc là, j'ai compris que les baies vitrées n'allaient pas résister à ce genre de pression. Et donc, j'ai réveillé ma femme, on s'est habillé, on s'est mis dans un coin et on a attendu 3 minutes. Et là, au bout de 3 minutes, tout a explosé. Et l'eau est rentrée. Moi, j'avais de l'eau qui était à peu près au niveau ici. Et donc, ma femme l'avait là. Et pas moyen de sortir, pas moyen de sortir. Confinés dans leur maison pour se protéger du vent, les habitants se retrouvent pris au piège. En 1999, le gouvernement avait pris des engagements après les tempêtes. Reconstruire les digues, solidifier les protections. On est en 2010, Xynthia frappe la France, les inondations reviennent. Oui, en fait, la réparation des digues, c'est un véritable casse-tête. D'abord, il y a de multiples propriétaires donc, qui possèdent chacun différents tronçons qu'il faut tous retrouver, tous mettre d'accord. Puis il y a des années d'études, la protection de l'environnement, il ne faut pas détruire ni la faune ni la flore. Et enfin, il y a la question du financement. Tous les acteurs se renvoient la balle, État, département, communes, régions. Ça a duré des années de laisser faire. Et après Xynthia, les choses changent enfin? Mais il y a une prise de conscience et les travaux accélèrent. Regardez par exemple, on voit sur ces images la digue qui protège le village de Charon. Alors elle ne protège qu'une partie de ce village. Et c'est tout le problème avec les digues. Lorsque l'eau fait face à un obstacle, elle le contourne. Et donc ce sont les zones voisines qui, à leur tour, sont soumises au risque de submersion. Et alors comment faire? On ne peut pas construire des digues partout pour protéger l'ensemble des villages exposés. C'est totalement impossible, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut continuer à construire partout? Et en fait, il y a des zones qu'il va falloir sacrifier, des zones qu'il faudrait rendre à la mer parce qu'elles sont inondables, et c'est toute la problématique que va révéler Xynthia. Au centre opérationnel d'incendie et de secours qui coordonne les interventions, les opérateurs reçoivent soudainement des centaines d'appels. Au niveau du département de la Vendée, on était dans une situation extraordinaire, inimaginable et inconcevable. On s'imagine l'eau monter dans les maisons et que ces gens sont en réelle difficulté opérationnelle. La plupart des habitations de la région n'ont pas d'étage. Dans la masse des témoignages, les pompiers ont du mal à identifier les zones où la submersion peut être mortelle. Là où il faut envoyer les secours en priorité.
Sur le terrain, Louis Baquero et ses collègues ne reçoivent aucune consigne. Ah, il a fait plus de 500 mètres. Leurs liaisons radio et téléphoniques ont été coupées par la tempête. On n'avait pas de connexion. On était voués à nous-mêmes, quoi. On était tout seuls. Parce qu'on n'arrivait à pas joindre personne. On est sur de l'improvisation, quoi. On est sur du réflexe. On a commencé à sortir les gens de chez eux pour les mettre à l'abri dans l'autre camion. Et lorsqu'on avait un certain nombre de personnes dans le camion tout-terrain, on les bifurquait pour les emmener à l'abri au niveau de la mairie. Pendant 2 heures, maison par maison, les pompiers vont évacuer les habitants sinistrés. Ils n'ont aucune information sur ce qu'il se passe à quelques centaines de mètres d'eux dans la commune voisine. À la Faute-sur-Mer, l'eau est en train de monter beaucoup plus haut. Autour du camion de Germain Joly, elle est très vite passée de 40 cm à plus d'1,20 m. Je voyais déjà des gens qui essayaient de s'échapper des maisons. Et là, on entend aussi. On entend beaucoup les gens réfugiés sur les toits ou à leurs fenêtres qui commencent à nous appeler à l'aide. Les sauveteurs n'ont pas prévu de bateau ni de combinaison de plongée. Germain Joly s'attache alors au camion et se met à l'eau. Je me dirige vers eux avec difficulté. Il faut bien penser que l'eau, le courant est fort. On prend des bûches de bois, on prend tout ce qui peut flotter dans un jardin. Le vent souffle encore très fort, ça tombe aussi. Les branches tombent, les fils électriques tombent et l'eau monte. Le pompier s'approche d'une première famille, coincée par 1,40 m d'eau dans leur maison. Ils étaient un couple d'adultes avec 2 enfants. Et voilà, ils me demandaient de les sauver pour le moment, mais pour moi, c'était impossible de faire le chemin du retour avec un enfant dans les bras. C'était quasi perdu. Germain Joly leur crie de monter le plus haut possible sur leur toit, le temps d'aller chercher du renfort. En raison d'un événement exceptionnel, les sapeurs-pompiers reçoivent de nombreuses sollicitations. Le standard téléphonique était saturé. Sur les 600 appels au 18 et au 112, seuls 10% trouvent un interlocuteur. Aujourd'hui, la maison, il y a plein d'eau, on est inondés. Sur le toit de la maison, là, il y a 5 adultes, un enfant et un bébé. Putain, 5 adultes. Putain, on n'arrive à pleurer, les mecs. Les 10 opérateurs sont en sous-effectif face à l'ampleur de l'événement. La durée de l'appel, c'était les... Madame, montez sur une chaise, montez sur une table, mettez vos enfants en hauteur. Et il fallait tout de suite raccrocher puisqu'il y avait d'autres appels qui arrivaient. C'était énorme. L'eau est en train de rentrer dans la maison à une vitesse grand V. On n'a pas d'étage, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a moyen de monter sur des meubles là? Je prends en compte votre demande, mes collègues iront dès qu'ils vont pouvoir. Pour ma mère qui a 82 ans, elle a de l'eau jusqu'à son nez, je peux pas du tout la joindre parce que... Écoutez-moi, vous me dites l'adresse? Les appels devenaient de plus en plus anxiogènes. Des femmes qui nous appellent, nous demandant, d'intervenir parce qu'ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Ils nous rappellent 5 minutes après, nous disant qu'ils ont de l'eau jusqu'à la taille. Et on entend derrière les enfants qui crient. C'est une vraie catastrophe. On a à la maison 3 mètres d'eau, les voitures sont couvertes. On n'a plus rien. On est monté à l'étage et ça monte. Elle est montée jusqu'au plafond des maisons. C'était vraiment aussi, quelque part, la mort en direct que nous avons vécue. Une heure après son arrivée à la Faute-sur-Mer, Germain Joly est rejoint par 2 collègues en combinaison de plongée, équipés d'un Zodiac. Les sauvetages peuvent commencer. Le pompier évacue d'abord la famille qu'il avait dû laisser seule sur un toit. Dans le noir, il doit faire face à une multitude d'appels à l'aide. Quelqu'un peut crier alors qu'il est sur un toit, ou quelqu'un peut crier alors qu'il est coincé dans un garage. Il fallait leur porter sauvetage tout de suite. Là, on est sur de la noyade pure. On ne sait pas
Par quelle maison commencer? On fait au plus près pour le moment. Le Zodiac est très vite complet. Il risque de chavirer à tout moment. On ne peut pas naviguer à toute vitesse. On ne sait pas ce qu'on va toucher aussi avec notre coque, avec notre hélice. On peut toucher des voitures qui sont complètement submergées, on peut toucher des clôtures, du grillage. Donc voilà, on progresse, mais vraiment lentement. Seul dans cette zone pendant plusieurs heures, l'équipe évacue une quarantaine de personnes. Mais de nombreux rescapés en risque d'hypothermie attendent sur les toits. Au lever du jour, 50 000 hectares de terre sont submergés, 6 000 maisons sinistrées. À la Faute-sur-Mer, l'eau est montée jusqu'à 2,50 mètres. Certains habitants ont dû fuir par les toits quand ils ont pu les percer. Au centre opérationnel des pompiers de Vendée, le lieutenant-colonel Chabot attend des renforts aériens. On nous confirme que dans l'immédiat, pas d'hélicoptère disponible. La sécurité civile dispose d'un seul hélicoptère pour la Charente-Maritime et la Vendée. Il est mobilisé au sud de La Rochelle. Un hélicoptère de la gendarmerie est finalement envoyé en Vendée. Mais les gendarmes ne peuvent élitreiller qu'une seule personne à la fois. Les secours au sol doivent se contenter des embarcations qu'ils peuvent réquisitionner. Bateaux, mais aussi planches à voile, jet-ski. Le temps presse, il faut évacuer toutes les victimes avant le retour de la marée, à 16 heures. Un hélicoptère de la sécurité civile est finalement missionné depuis la Bretagne. À 9h45, le Dragon se présente au-dessus de la zone sinistrée. Mais à la tour de contrôle de l'aéroport de La Rochelle, un pompier qui n'a aucune information sur la situation en Vendée le déroute pour l'envoyer vers l'île de Ré. Alors qu'il nous était destiné. Les sapeurs-pompiers présents donc ont vu l'hélicoptère passer entre guillemets au-dessus de leur tête, mais n'ont pas pu le récupérer pour des premières missions de sauvetage et d'hélitreuillage. À 11h30, le préfet de Vendée, qui supervise les secours depuis le terrain, est informé que l'hélicoptère demandé a été détourné. Quand je m'aperçois que ce qui avait été promis au service d'incendie et de secours de la Vendée en matière d'hélicoptère n'est pas là, je réagis très vivement, bien entendu. Les réseaux téléphoniques sont hors service. Et dans l'urgence, Jean-Jacques Brault a oublié son téléphone satellitaire. Le véhicule de commandement mobile des pompiers est le seul moyen de communication disponible. Nous sommes retrouvés avec un téléphone fixe, celui des pompiers, qui a fonctionné pendant plusieurs heures tout seul. Donc ça a été une sorte d'engorgement grotesque. Et j'étais à téléphoner devant tout le monde quand j'ai exigé d'avoir un hélicoptère ou deux de plus. Donc cette affaire était handicapante. L'hélicoptère reviendra à 13h, suivi d'autres renforts aériens, dont l'armée. Des pompiers qui ne reçoivent plus de consignes, un préfet qui ne parvient pas à avoir de renfort aérien. Pourquoi les systèmes de communication, qui sont essentiels, on le sait, dans la gestion de crise d'un tel événement, pourquoi sont-ils défaillants ? Une nouvelle fois, on découvre que nos systèmes de télécommunication ne sont pas capables de résister à des tempêtes de grande ampleur. Il y a eu un autre problème pendant Xynthia, c'est que les systèmes de communication utilisés par les différents services de secours, les pompiers, les militaires, la sécurité civile, n'étaient pas compatibles entre eux. Et cette communication, depuis, elle s'est améliorée au moment de la gestion de crise Irma notamment. Comment se sont passées les choses ?
La situation a été encore pire. La préfète, elle, avait bien un téléphone satellitaire, donc elle pouvait continuer à communiquer avec les autorités. Par contre, la seule antenne de l'île, celle par laquelle passent toutes les télécommunications, était à terre, comme on peut voir sur la photo, donc elle n'avait aucun moyen de joindre directement la population pour les informer, savoir où trouver de l'aide, où trouver de l'eau. Ils étaient complètement isolés. Ça a été la principale difficulté dans la gestion de crise pour la préfète. Écoutez-la. C'est une catastrophe 2.0 parce que nous faisons tout avec le numérique, y compris nos suivis de gestion de crise sont sur des grandes applications nationales numériques. Nous sommes tellement habitués à passer notre temps à communiquer que tout d'un coup, ne plus avoir de télévision, ne plus avoir de radio, ne plus avoir d'ordinateur, ne plus pouvoir être sur les réseaux sociaux, etc., je pense que ça amène à se poser des questions sur comment on fait. À la Faute-sur-Mer, les secours continuent de quadriller les quartiers, à la recherche de survivants ou de corps. L'eau commence à baisser, on se rend compte des dégâts, on commence à s'imaginer que là, il va y avoir certainement des gens décédés. Chaque fois qu'on faisait une reconnaissance, qu'on n'avait trouvé personne dans les maisons, on mettait un V comme vu ou une croix. On arrive là où il y a le maximum d'eau, environ 2 mètres. Voilà, on trouve des gens inanimés dans l'eau. Dans un premier temps, les secours laissent les cadavres sur place. On localise la position du corps, ça c'est sûr. Et on fait d'abord les sauvetages. On ne peut pas mettre un corps dans un bateau avec des enfants à l'intérieur. Ils sont déjà traumatisés par l'événement. C'est douloureux à dire, mais la priorité était aux personnes vivantes. Donc il fallait poursuivre notre action pour aller secourir les personnes vivantes. Les secours retrouveront 29 personnes noyées à la Faute-sur-Mer. Au total, la tempête Xynthia a fauché 47 vies. Plus de 1500 personnes ont été évacuées de leurs maisons sinistrées. Un drame qui, selon Jean-Jacques Brault, aurait pu être évité. Émotion et révolte. On pense aux causes de cette tragédie. Une suite de non-décisions ou de décisions d'urbanisme funestes qui aboutissent, pour une grande partie, à ces drames. Il accuse les élus de la Faute-sur-Mer, mais aussi les services de l'État, qui contrôlent les permis de construire, d'avoir autorisé des habitations dans une cuvette sous le niveau de la mer. En poste depuis seulement 12 jours, le préfet va devoir incarner la nouvelle fermeté du gouvernement. Merci beaucoup. 2 semaines plus tard, après un premier déplacement au lendemain du drame, le président de la République, Nicolas Sarkozy, rend visite aux sinistrés de Vendée et de Charente-Maritime. Puis d'un coup, il y a eu un boum, tout a explosé, comme une explosion. C'est la vague. Puis la vague nous a sortis par la fenêtre. Près de la moitié des communes françaises sont soumises au risque d'inondation. Alors cette fois, l'État est décidé à en tirer les leçons. Dans les zones exposées au plus fort risque, nous n'avons pas le droit de laisser nos concitoyens se réinstaller comme si de rien n'était. Ce serait irresponsable. Comment imaginer reconstruire là où il y a eu des morts, là où la mort peut de nouveau frapper à tout moment? On nous a à ce moment-là demandé de définir des zones inconstructibles dans chacune des communes concernées et d'aller le présenter aux propriétaires en leur disant « c'est inconstructible, maintenant c'est terminé » et puis pour certains, on va même détruire vos biens. Charmante perspective.
Les maisons en zone de danger mortel, dites zone noire, seront rachetées par l'État avant d'être rasées. En revanche, pas d'indemnisation pour les terrains achetés avant la tempête, qui deviendront inconstructibles. La liste des zones noires est établie en moins d'1 mois par les préfectures. En Vendée et en Charente-Maritime, plus de 1500 maisons doivent être rasées. On est en plein dedans. On coule. On casse tout. On part. Les plus traumatisés, ceux qui ont failli se noyer, sont soulagés. Mais ces zones incluent aussi des maisons moins inondées, dont les habitants sont déterminés à rester. Moi, je veux rester dans ma maison. Et moi, je n'ai pas eu 1 mètre ou 1,50 m d'eau, hein, j'en ai eu beaucoup moins. Ah ben, c'est ça, il faudrait le faire au cas par cas. Ah non, moi, je suis vraiment, mais désolée. Hein. Et ça ne se passera pas comme ça. Le préfet doit faire face à la colère des habitants concernés. Vous détruirez pas ma maison, hein. Je peux vous dire que vous détruirez pas ma maison. Hein. La fin du dos, vous détruirez pas ma maison. Hein. Accompagné par des gendarmes mobiles, voire porté par des gendarmes mobiles, voire esquivé par des gendarmes mobiles sous les crachats et les soufflets de la foule en liesse, je devais m'esquiver parce que j'étais obligé de définir, bah toi, monsieur machin, tu pourras plus construire. Et puis ce qui valait 100, ça vaut 1 maintenant, parce que les zones noires ont été inventées par des ingénieurs irresponsables qui ne sont jamais venus sur place. Donc c'était quand même un système extraordinairement technocratique. Cassez-vous! On n'a pas besoin de vous! Dans l'urgence, les maisons n'ont pas été visitées une par les ingénieurs de l'État. Devant la vive contestation, le gouvernement va faire machine arrière. Une semaine après, le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo retourne à La Rochelle pour calmer les esprits. Il y a un malentendu. Les zones évoquées, c'est des zones de solidarité, c'est des zones de rachat, c'est pas des zones de destruction massive. Donc il y a un malentendu sur lequel il faut qu'on s'explique. Les zones noires deviennent des zones de solidarité. Le destin des maisons sera finalement décidé au cas par cas. Six mois plus tard, des habitations qui devaient être initialement rasées se retrouvent hors des zones officiellement dangereuses. Trop tard, l'État en a déjà racheté 250. La Cour des comptes estime ces dépenses publiques inutiles à 84 millions d'euros. La tempête Xynthia, c'est 47 morts au total, un drame immense, une vive émotion partout dans le pays, et malgré tout, ni l'État ni les collectivités ne parviennent à se mettre d'accord pour définir des zones inhabitables. Comment on l'explique ça ? En fait, derrière tout ça, il y a un gros enjeu financier pour les élus locaux. Perdre des surfaces habitables, c'est perdre de la taxe d'habitation, c'est aussi perdre des dotations de l'État, et donc c'est un manque à gagner important. On peut prendre l'exemple de la commune de Charron, dont nous avons déjà parlé. Avec ces nouveaux plans qui définissent les zones inhabitables, la commune a perdu 200 habitations sur 700. Ça fait 400 habitants en moins. Et pour une petite commune, ça représente d'énormes difficultés financières. Et c'est ça qui reste parfois difficile à comprendre, ce paradoxe. Une fois l'émotion passée, certains élus refusent de changer leur plan d'urbanisme, de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Et il y en a qui résistent comme ça pendant des années. Après les tempêtes de 99, l'État avait déjà essayé de faire adopter dans certaines communes inondables des plans de prévention des risques d'inondation. Mais le problème, c'est que certains maires les attaquent devant la justice administrative. Il y a un exemple qui est flagrant et qui est éloquent, c'est celui de la ville de La Faute-sur-Mer. On en a parlé, c'est la commune la plus touchée avec 29 morts. L'État a fait une première proposition de plan de prévention des risques. Les habitants de la commune de La Faute-sur-Mer et le maire ont attaqué ce plan devant la justice et l'ont fait casser en 2015. L'État a rédigé un nouveau plan de prévention des risques et de nouveau en 2017, ce plan est attaqué. Après le cyclone Irma, Emmanuel Macron et son gouvernement se sont engagés à reconstruire Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec de nouvelles normes loin des zones à risque. Nous allons faire le maximum pour que cette reconstruction se fasse vite et dans les meilleures conditions. Je l'ai dit, je bousculerai les procédures.
Des promesses identiques à celles de tous les élus après chaque catastrophe. Mais des tragédies comme Xynthia montrent qu'il faut une très forte volonté politique pour faire face aux résistances des élus et des habitants. Les Français ont longtemps été épargnés par les catastrophes météo extrêmes. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Il nous faut apprendre à vivre à l'heure du changement climatique.